Il y avait un endroit sur Terre où le temps ne signifiait plus la même chose que dans le reste du monde, où un matin pouvait être le dernier et où le numéro tatoué sur le bras remplaçait pour toujours le nom qu'une mère avait donné à son fils. Cet endroit avait un nom, Auschwitz. Et pendant 4 ans et demi, il a fonctionné comme la machine d'extermination la plus efficace que l'humanité ait jamais construite. Ce ne fut pas un accident de l'histoire. Ce ne fut pas le délire improvisé d'un régime en crise. Ce fut le produit calculé de décisions prises lors de réunions formelles, inscrites dans des plans architecturaux signés par des ingénieurs, exécutés par des hommes qui retournaient ensuite chez eux pour dîner avec leurs familles. L'historien Dr James Bulgin l'a documenté avec précision. Auschwitz n'est pas apparu du jour au lendemain. Ce fut un projet de construction qui dura des années, impliquant des dizaines d'entreprises privées, des milliers de travailleurs et une bureaucratie allemande qui commandait les fournitures de poison avec la même logique administrative que celle utilisée pour le fertilisant ou le ciment. Entre 1940 et 1945, au moins 1,3 million de personnes ont été déportées dans ce complexe de plus de 40 camps. Au moins 1,1 million sont morts. 960 000 étaient des Juifs. 74 000 étaient des Polonais non-juifs. 21 000 étaient des Roms et des Sintis. 15 000 étaient des prisonniers de guerre soviétiques. Les calculs les plus acceptés, publiés par l'historien polonais Franciszek Pieper en 1991 et adoptés par Yad Vashem, établissent qu'un Juif sur 6 tué pendant l'Holocauste est mort à Auschwitz. C'est le plus grand meurtre de masse perpétré en un seul endroit dans toute l'histoire enregistrée de l'humanité. Mais pour comprendre ce qu'était Auschwitz en réalité, il faut regarder de l'intérieur. Il faut comprendre qui l'a construit, qui l'a commandé, avec quelle logique chaque engrenage fonctionnait. Voici l'histoire d'Auschwitz vue de la perspective allemande, pas pour la comprendre, encore moins pour la justifier, mais pour que l'horreur soit si concrète, si documentée, si irréfutable, qu'il ne soit plus jamais possible de prétendre que cela ne s'est pas produit. Le lieu choisi par le Reich. Un quartier transformé en instrument de mort. La ville s'appelait Oswięcim en polonais. Les Allemands l'appelèrent Auschwitz lorsqu'ils annexèrent cette zone du sud de la Pologne au Reich en septembre 1939, l'intégrant d'abord au Gau de Silésie, puis, à partir de 1941, au Gau Haute-Silésie. C'était une petite ville d'architecture ordinaire traversée par la rivière Soła à environ 50 km au sud-ouest de Cracovie. Ses rues ne laissaient présager rien de particulier. Ses habitants, environ 15 000 avant la guerre, ne pouvait pas imaginer que son nom deviendrait synonyme du pire que l'humanité est capable de faire. L'idée de construire un camp à cet endroit a émergé en février 1940. Arpad Wigand, inspecteur de la Sicherheitspolizei, la police de sécurité, est subordonné à Erich von dem Bach-Zelewski, le haut commandant des SS, et de la police en Silésie, a identifié le site comme une option convenable. Ils avaient besoin d'un lieu pour confiner les prisonniers politiques polonais qui s'accumulaient dans les prisons de la région. L'infrastructure existait déjà, un ancien quartier de l'armée polonaise, construit à l'origine pour l'artillerie austro-hongroise de Haute-Silésie. 22 bâtiments en briques rouges, 8 d'entre eux à 2 étages, disposés en une grille ordonnée. L'inspecteur des camps de concentration Richard Glücks envoya Walter Eisfeld, ancien commandant du camp de Sachsenhausen à Oranienburg, pour évaluer le site. Son rapport fut favorable. En avril 1940, Heinrich Himmler, Reichsführer SS, approuva personnellement la création du camp. Il signa l'autorisation sur recommandation de l'SS Obersturmbannführer Rudolf Franz Ferdinand Höss, membre de l'inspectorat des camps de concentration. Ce nom, Rudolf Höss, reviendra à plusieurs reprises tout au long de cette histoire. Le camp mesurait environ 1 km de long sur 400 mètres de large. La zone d'intérêt, Interessengebiet, que les SS construiraient autour de lui, couvrirait 40 km², confisqués à ses habitants polonais et débarrassés de toute présence civile. À la fin de 1940, la Gestapo, les SS et la police locale patrouillaient ce périmètre comme s'il s'agissait d'un territoire exclusif du Reich. Les premiers 30 prisonniers arrivèrent le 20 mai 1940. Ce n'étaient pas des Juifs. Ce étaient des criminels allemands, les soi-disant Grünen, les Verts, à cause des triangles de cette couleur cousue sur leurs uniformes venus du camp de Sachsenhausen.
Il fonctionnait comme capos, surveillant de bloc, les premiers rouages administratifs de la terreur. Le numéro 1 fut attribué à Bruno Brodniewicz, qui devint Lagereltest, le doyen des prisonniers. Le premier transport de masse arriva le 14 juin 1940 en provenance de Tarnów, en Pologne. 728 prisonniers politiques polonais, parmi lesquels des prêtres catholiques et quelques juifs, bien que ces derniers n'aient pas été sélectionnés pour être juifs, mais pour être des opposants politiques. Il reçura les numéros de 31 à 758. Rudolf Höss, l'homme qui a construit l'enfer, l'architecte de la mort. Il est né le 25 novembre 1900 à Baden-Baden, à la périphérie de la Forêt-Noire. Rudolf Franz Ferdinand Höss a grandi dans un quartier de fermes isolées où ses voisins n'auraient jamais imaginé que les caméras des journaux télévisés d'après-guerre finiraient par filmer. Son père, Franz Xavier Höss, était un représentant commercial, bien que dans la famille, il était fièrement rappelé que le grand-père paternel était tombé en tant que colonel à la tête de son régiment lors de la bataille de 1870 contre la France. Le militarisme n'était pas une idéologie importée, c'était un héritage généalogique. Mais Franz Xavier avait aussi une autre obsession, la dévotion religieuse. Il avait fait un vœu solennel pour que son fils unique devienne prêtre. Dès que Rudolf eut l'usage de la raison, la direction de sa vie était tracée. Il serait prêtre. L'enfance de Höss fut marquée par cette tension. D'un côté, un père qui lui inculquait l'obéissance militaire envers toute figure d'autorité. On m'a constamment enseigné, avec des termes énergiques, que je devais obéir rapidement aux désirs et ordres de mes parents, enseignants, prêtres, et de tous les adultes, y compris les domestiques, écrira-t-il des décennies plus tard depuis sa cellule à Cracovie. De l'autre, une fascination personnelle pour les chevaux, les écuries et les forêts qui l'éloignaient de toute vocation spirituelle. À l'âge de 6 ans, la famille déménagea à Mannheim et perdit les écuries. Pendant des semaines, il fut presque malade de mélancolie. Pour son 7e anniversaire, on lui offrit Hans, un poney à la crinière longue et aux yeux noirs charbon, à qui il confierait ses secrets pendant des années. Car, écrivit-il, j'étais convaincu qu'il me comprenait. C'était un enfant solitaire, incapable de manifester de l'affection envers ses sœurs cadettes, réfractaire à toute démonstration de tendresse. À 13 ans, un incident se produisit qui brisa sa foi. Lors d'une bagarre scolaire, il poussa accidentellement un camarade dans les escaliers du gymnase et lui fractura une cheville. Il alla se confesser le samedi, comme il le faisait chaque semaine. Mais son confesseur était un ami proche de son père. Le dimanche suivant, son père le fit appeler. Le sceau du confessionnal avait été violé. Höss le traita avec la logique implacable d'un adolescent qui avait construit toute sa vision morale autour de la sacralité de ce sceau. Si le sacerdoce pouvait trahir, le sacerdoce ne méritait pas sa loyauté. Il cessa d'aller se confesser avec ce prêtre, puis cessa complètement de se confesser. La foi de l'enfance, écrit-il, a été brisée. Son père mourut cette même année. Le deuil fut léger selon la confession même de Höss. J'étais peut-être trop jeune pour apprécier pleinement ma perte. Ce qu'il remarqua intensément, c'est que ses parents ont partagé les biens familiaux en supposant qu'il deviendrait missionnaire et que son avenir personnel ne lui appartenait plus. Il décida du jour au lendemain de renoncer à sa part d'héritage au profit de ses sœurs, signa les documents avec un avocat et refusa catégoriquement d'entrer au séminaire. Il avait 14 ans. En 1916, avec la Première Guerre mondiale dans sa 2e année, Höss réussit, grâce à l'aide d'un capitaine de cavalerie qu'il avait rencontré dans les hôpitaux de campagne, où il allait écouter les histoires du front depuis les premiers jours du conflit, à s'engager dans le 21e régiment de dragons de Bade, la même unité où avaient servi son père et son grand-père. Il le fit sans que sa mère le sache, qui mourrait l'année suivante sans savoir que son fils était en combat. Il avait 15 ans lorsqu'il fut envoyé au front. D'abord sur le front de Mésopotamie, où il combattit dans des conditions de désert extrêmes aux côtés des divisions turques contre les troupes britanniques néo-zélandaises et indiennes. Il fut ensuite transféré sur le front de Palestine, où il opéra sur la route de l'Héjaz et dans le secteur de Jérusalem. Lors de son premier combat près du fleuve Jourdain, le soldat à côté de lui tomba mort. Du sang coulait d'une grave blessure à la tête, et il était déjà mort.
Heuss décrit la panique qui le paralysa pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'il voie son capitaine tirer tranquillement derrière une roche. Alors il commença à tirer. Il tua un soldat indien de grande taille avec une barbe noire qu'il décrit avec un détail photographique. « Mon premier mort », écrit-il. Le charme se brisa. Il tira sans s'arrêter. Le capitaine, après le combat, s'étonna de son calme sous le feu, sans savoir combien cela m'avait bouleversé au plus profond. Ce capitaine devint une figure paternelle de substitution, mon père soldat, et lorsqu'il tomba dans la deuxième bataille du Jourdain, au printemps 1918, Heuss le pleura plus profondément qu'il n'avait pleuré son propre père biologique. Entre 1917 et 1918, il fut blessé 2 fois. Il reçut la croix de fer de première et deuxième classe, la médaille du croissant de fer turc et la médaille du service de Bade. Il était le sous-officier le plus jeune de l'armée allemande à recevoir ces décorations. Il avait 17 ans. À la fin de la guerre et de son retour en Allemagne en 1918, Heuss trouva un pays en désintégration. Il n'avait ni maison, ni métier, ni projet de vie en dehors de l'uniforme. Sa mère était morte, ses sœurs étaient au couvent. La maison avait disparu. Il rejoignit le Freikorps Rosbach, l'un des nombreux corps paramilitaires volontaires opérant en marge de la République de Weimar. Ils combattirent dans les pays baltes contre les bolcheviks et les nationalistes locaux, dans la Ruhr et dans la Baltique, unis par un serment de fidélité personnelle au chef du corps et par le code selon lequel la trahison était punie de mort. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1922, Heuss participa à l'assassinat de Walter Kadow, un professeur d'école que le Freikorps avait identifié comme un espion communiste infiltré dans l'organisation. La version officielle du groupe était que Kadow avait dénoncé le héros nationaliste Albert Léo Schlageter aux autorités françaises d'occupation de la Ruhr, ce qui avait coûté la vie à Schlageter. Les notes du tribunal de l'éditeur allemand du livre indiquent qu'il n'y a aucune preuve de cette connexion et que le tribunal qui jugea l'affaire à Leipzig détermina que Kadow fut capturé, battu presque à mort avec des bâtons et des branches, qu'on lui coupa la gorge et qu'il fut achevé par 2 balles de revolver. Martin Bormann, qui deviendrait le secrétaire personnel de Hitler, était indirectement impliqué dans l'affaire et reçut une peine moins sévère. Heuss assuma la principale responsabilité lors de l'interrogatoire pour protéger le compagnon qui avait exécuté physiquement le crime. Il fut condamné à 10 ans de travaux forcés. En prison sous une discipline militaire stricte et un isolement cellulaire en tant que prisonnier politique, il développa ce qu'il qualifia lui-même de philosophie pratique de l'obéissance. Chaque tâche assignée devait être exécutée de manière exacte et consciencieuse, quelle que soit sa nature. Il sortit de prison en 1928, après une amnistie générale. Il avait 27 ans et ne connaissait d'autre vie que celle du combat et de la hiérarchie. Il rejoignit brièvement la Ligue Hartamann, un mouvement völkisch agraire qui prônait le retour à la terre et au sang allemand comme racine de la nation. Là, il rencontra Heinrich Himmler, qui était également membre enthousiaste de cette même ligue à l'époque. Il y rencontra aussi Hedwig Hensel, qu'il épousa en 1929 et avec qui il eut 5 enfants. Dans la Ligue Hartamann, il apprit à cultiver la terre, à soigner le bétail, à gérer une ferme. Ce fut la seule pause véritablement civile de sa vie. En 1934, sur la recommandation de Himmler, Heuss entra dans les SS avec le grade de SS-Unterscharführer. Il fut affecté au camp de concentration de Dachau, à la périphérie de Munich, sous le commandement du SS-Brigadeführer Theodor Eicke. Eicke était le théoricien qui codifiait à ce moment-là le système concentrationnaire allemand, ses règlements, ses hiérarchies, son vocabulaire. Chaque aspect de la brutalité institutionnelle avait à Dachau une règle écrite, un rang responsable, une procédure formelle. Heuss fut un élève modèle dans cet environnement. Il fut promu SS-Hauptscharführer en 1936 et SS-Untersturmführer en 1938. En 1938, il fut transféré au camp de Sachsenhausen à Oranienburg, où il poursuivit sa formation sous le même système Eicke, cette fois en tant qu'officier de commandement. Lorsque, en avril 1940, Himmler eut besoin de quelqu'un pour construire un nouveau camp à partir de zéro sur le territoire polonais fraîchement occupé, il choisit Heuss pour la connaissance spécifique de ce que cet homme était, non un créateur, mais un exécutant discipliné.
Un homme qui avait appris dès l'âge de 6 ans que ce que disaient les adultes était toujours correct. Heuss lui-même le reconnut dans ses mémoires avec une clarté plus perturbante que toute négation. Si le Führer lui-même avait donné l'ordre pour le meurtre froid et calculé de millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, il ne m'appartenait pas de remettre en question si cet ordre était juste. Je manquais de la perspective nécessaire. Ce n'était pas de la dissimulation. C'était la description parfaite d'un système psychologique qu'il avait construit pendant 4 décennies. Obéissance totale comme valeur suprême, incompatible avec la réflexion morale autonome. Un enfant que son père réveillait la nuit pour avoir oublié d'accrocher la couverture du cheval. Un adolescent qui crut que les ordres du confessionnal pouvaient violer le sceau sacré si l'autorité l'exigeait. Un soldat de 15 ans qui apprit que tuer est plus facile lorsque le capitaine est calme. Après tout cela, ce qui arriva à Auschwitz en mai 1940 ne fut pas un monstre. Ce fut un fonctionnaire parfaitement préparé. Heuss installa sa famille dans la maison à 2 étages en stuc blanc adjacente au bâtiment de commandement. Hedwig Heuss décrivit cette maison, des années plus tard, comme son endroit préféré au monde, un jardin fleuri, une vie domestique ordonnée, des promenades à cheval dans la zone d'intérêt. Les enfants jouaient dans le jardin. Depuis le premier étage, si l'on s'approchait des fenêtres de l'aile nord, on pouvait voir le toit du crématorium 1. Certaines de ces fenêtres furent peintes ou bloquées. Il n'est pas tout à fait établi pour qui le bénéfice de cette opacité était destiné. Lorsque le 11 novembre 1943, Heuss remit le commandement à Arthur Liebehenschel et rejoignit le bureau central des affaires et de l'administration des SS à Oranienburg en tant que directeur de l'Amt des Paerf, le département d'inspection des camps, il avait passé 3 ans et demi à la tête du plus grand centre d'extermination de l'histoire. Il avait supervisé la mort de centaines de milliers de personnes. Il retourna à Auschwitz entre le 8 mai et le 29 juillet 1944 pour superviser l'arrivée des Juifs hongrois, avec le titre de Standorteltester, le plus haut gradé de toute la garnison. Il assista personnellement au jour où les crématoires étaient débordés et où les corps brûlaient dans des fosses à ciel ouvert. Il prit note des numéros administratifs. Dans ses mémoires, il n'y a pas une seule ligne de véritable remords. Il y a, en revanche, des plaintes sur l'inefficacité du personnel, sur les problèmes logistiques d'approvisionnement en Zyklon B, sur la difficulté de maintenir le secret lorsque la fumée des bûchers était visible depuis les villages alentours. Il fut arrêté le 11 mars 1946 par les Britanniques dans une ferme près de Flensburg, dans le nord de l'Allemagne. Il vivait sous le pseudonyme de Franz Lang, travaillant comme ouvrier agricole. Les soldats qui le capturèrent le frappèrent sévèrement avant de le conduire à la prison de Heide. Il fut ensuite transféré à Minden, dans la zone occupée par les Britanniques, pour être interrogé. De là, il fut transféré à Nuremberg, où il témoigna avec une attitude détachée et détaillée qui impressionna et perturba à la fois les procureurs. Il confirma que 2,5 millions de personnes avaient été gazées à Auschwitz, un chiffre qu'il considéra plus tard comme trop élevé dans ses mémoires ultérieures, que les ordres venaient de Himmler et qu'il les avait exécutés sans les remettre en question parce qu'un soldat reçoit ses ordres et les exécute. Extradé en Pologne le 25 mai 1946, il écrivit son autobiographie, Commandant in Auschwitz, dans la prison de Cracovie à la demande du criminologue polonais Dr Stanisław Bataja, qui avait eu 13 conversations avec lui. Le procès devant la Cour suprême nationale de Varsovie commença le 11 mars 1947. Le 2 avril, il fut déclaré coupable. Le 16 avril, il fut conduit à Auschwitz 1 et pendu sur la même potence, située près du crématorium 1, à quelques mètres de la maison où sa famille avait vécu pendant qu'il gérait tout. La structure de la potence, 3 poteaux métalliques reliés par un rail de chemin de fer ordinaire en haut, était d'une simplicité délibérée que ses contemporains interprétèrent comme du mépris. Heuss l'aurait probablement lu comme de l'efficacité. L'architecture du crime, plan, ingénieur et le commerce de tuer. En août 2009, lors d'une cérémonie tenue à Berlin, le rédacteur en chef du journal allemand Bild, Kai Diekmann, a remis au Premier ministre israélien de l'époque, Benjamin Netanyahou, 29 plans architecturaux originaux du camp d'Auschwitz-Birkenau pour leur garde à Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste à Jérusalem. Ces plans, dessinés à l'échelle 1%,
avaient été découverts en 2008 dans une résidence berlinoise. Ils ont été authentifiés par des experts des archives fédérales allemandes. Les documents, datés entre 1941 et 1943, montraient en détail millimétré les plans d'expansion du camp, les blocs résidentiels, les installations médicales, les crématoires, les chambres à gaz. Beaucoup d'entre eux portaient des annotations marginales et des signatures de hauts fonctionnaires des SS, y compris Himmler lui-même. L'un d'eux, daté du 8 novembre 1941, montrait les plans d'un bâtiment de purification avec chambre à gaz, un bâtiment qui n'a finalement pas été construit. Un autre du 30 novembre 1941 détaillait le crématoire 2 de Birkenau. Il y avait aussi le croquis bidimensionnel de l'entrée du camp de Birkenau, aujourd'hui l'une des images les plus reconnaissables du XXe siècle. Rien n'était improvisé. L'architecte principal de la construction de Birkenau était l'SS Sturmbannführer Karl Bischoff, qui dirigeait la direction de la construction des Waffen-SS et de la police Auschwitz-Haute-Silésie, établie le 1er octobre 1941. Sous ses ordres, des ingénieurs et des dessinateurs des SS travaillaient aux côtés de prisonniers techniquement compétents, forcés de produire les plans qui les condamneraient eux-mêmes. Herta Soswinski, une prisonnière qui travailla comme employée dans ce bureau, témoigna après la guerre que le bureau était responsable non seulement de la planification, mais aussi de la supervision de l'exécution, de l'approvisionnement en matériaux et du contrôle de la qualité. Les entreprises privées jouaient un rôle central. La plus importante était Topf & Sohn, Topf et fils d'Erfurt, qui conçut et construisit les fours crématoires. Leurs ingénieurs effectuèrent des visites techniques sur le terrain, rendirent des rapports écrits sur la capacité de combustion des fours et proposèrent des améliorations de l'efficacité. Leurs archives, récupérées après la guerre, révèlent une correspondance bureaucratique parfaitement ordinaire, commandes de composants, rapports de maintenance, demandes de paiement. Le commerce de la crémation humaine à une échelle industrielle avait ses propres factures. La société chimique IG Farben, le plus puissant conglomérat d'Allemagne, choisit un terrain près des villages de Dwory et Monowitz en allemand, pour construire une usine de caoutchouc synthétique de type Buna N, essentielle pour l'effort de guerre. Elle choisit ce site précisément en raison de sa proximité avec le camp de concentration, une main-d'œuvre bon marché disponible en quantités illimitées. En février 1941, Himmler ordonna que la population juive d'Oswiecim soit expulsée pour faire place à des travailleurs spécialisés, que les Polonais capables de travailler restent dans la ville, et que les prisonniers d'Auschwitz soient utilisés pour la construction. IG Farben payait les SS entre 3 et 4 Reichsmark pour chaque quart de travail de 9 à 11 heures effectué par chaque prisonnier. C'était un accord commercial standard signé avec des sceaux officiels. Entre 1943 et 1944, environ 35 000 prisonniers travaillèrent dans l'usine de Monowitz. 23 000 moururent, une moyenne de 32 par jour. En 3 à 4 mois dans le camp, écrit l'historien Peter Hayes, les prisonniers étaient réduits à des squelettes vivants. Les morts et les transferts vers les chambres à gaz réduisaient la population de près d'un 5e chaque mois. Lorsque les travailleurs n'étaient plus utiles, ils étaient remplacés. L'usine n'a jamais fonctionné complètement. Elle fut bombardée par les Alliés le 20 août, le 13 septembre, le 18 et le 26 décembre 1944. Krupp et Siemens-Schuckert ont également construit des installations de production à proximité avec leurs propres sous-camps. Environ 28 camps voisins des usines fonctionnèrent dans la zone d'influence d'Auschwitz, chacun abritant de centaines à milliers de prisonniers. Les prisonniers travaillaient également dans des mines de charbon, des fonderies, des usines chimiques et des champs agricoles. Dans le sous-camp de Wirtschaftshof Buddy, près de Brzeźcie, ils étaient forcés de travailler 12 heures par jour dans les champs, de prendre soin des animaux et de produire du compost en mélangeant les cendres humaines des crématoires avec de l'herbe et du fumier. La vie dans la mort, le régime quotidien du camp. Pendant ce temps, dans les logements des SS, l'aube avait un autre rythme. Les sous-officiers et les gardes se levaient plus tard que les prisonniers, disposaient d'eau courante, de douches régulières et de uniformes de rechange.
Ils prenaient leur petit déjeuner avec du pain frais, des charcuteries et du vrai café ou des substituts de bonne qualité dans les cantines de la caserne avant de se présenter pour le service ou pour la revue du matin. Les officiers supérieurs, y compris le commandant du camp, se levaient généralement encore plus tard, étaient assistés par des ordonnances et prenaient leur petit déjeuner dans des salles séparées, avec de la vaisselle, une nappe et la presse du Reich sur la table. L'écrivaine Gisela Perl, une gynécologue juive roumaine qui survécut au camp de femmes, écrivit en 1948 « Il y avait une latrine pour 30 à 32 000 femmes et nous n'étions autorisés à l'utiliser qu'à certaines heures de la journée. Nous faisions la queue pour entrer dans ce minuscule bâtiment, les pieds enfoncés jusqu'aux genoux dans les excréments humains. Le petit déjeuner consistait en un demi-litre de substitut de café ou une infusion d'herbe, pas de nourriture solide. À midi, 3/4 de litre de soupe aqueuse, avec des légumes 4 jours par semaine, avec un peu de viande uniquement de manière occasionnelle. Le dîner, 300 grammes de pain fréquemment moisi, qu'elle devait garder pour le jour suivant, accompagné d'une cuillère de fromage fondu ou de confiture, ou 25 grammes de margarine ou de saucisse. Les prisonniers affectés à des travaux forcés nécessitant plus d'efforts physiques recevaient des rations légèrement supérieures. L'apport calorique total documenté était d'environ 1500 calories, bien que les survivants témoigneraient systématiquement qu'il était bien moins. Les conséquences étaient au visible. En quelques semaines, les prisonniers développaient l'apparence cadavérique que les photos de la libération rendirent mondialement célèbres. Pour le personnel allemand, cependant, la journée à Auschwitz ressemblait extérieurement à celle de n'importe quelle garnison. Après le petit déjeuner, formation, ordre du jour, gestion des affaires administratives. Le commandant examinait les rapports, signait des ordres, passait en revue les statistiques sur les prisonniers, le travail et la mortalité dans son bureau, tandis que l'inspecteur des camps ou les hauts responsables des SS apparaissaient de manière sporadique pour des inspections brèves et des visites de courtoisie qui se terminèrent généralement au casino des officiers. Les officiers et les fonctionnaires des SS alternèrent ce travail de bureau avec des tournées sélectives dans certaines zones du camp, presque toujours annoncées à l'avance, et évitaient les endroits où la saleté, l'encombrement et la maladie étaient les plus évidents, déléguant ces tâches à leurs subordonnés. Après le petit déjeuner, la revue « Appel ». Les prisonniers se mettaient en rang dehors, en file de 10, quel que soit le temps. Ils attendaient l'arrivée des officiers des SS pour le comptage. Si un prisonnier manquait, les autres restaient debout jusqu'à ce que l'absent soit retrouvé ou que la cause de son absence soit clarifiée. Le 6 juillet 1940, la première revue suivant l'évasion du prisonnier polonais Tadeusz Wierzchowski dura 19 heures. Après une autre évasion en 1941, un groupe de prisonniers de la baraque du fugitif fut sélectionné et envoyé au bloc 11 pour mourir de faim. La journée de travail ordinaire durait 11 heures, plus en été, un peu moins en hiver. Les prisonniers marchaient au travail au son du cri « Arbeitskommandos formieren », former les groupes de travail, en colonne de 5. Une orchestre de prisonnières, parmi lesquelles la célèbre Orchestre der Frauen, l'orchestre des femmes d'Auschwitz, était forcé de jouer de la musique joyeuse pendant que les travailleurs quittaient le camp. Les capots et les gardes des SS étaient responsables du comportement pendant la journée. Le travail était principalement effectué en plein air, construction, excavation, carrière, scierie. Les pauses n'étaient pas autorisées. Un prisonnier était spécifiquement affecté à mesurer le temps que les travailleurs mettaient pour uriner et manger. Pour les gardes, ces mêmes heures étaient divisées en quarts de travail, surveillance dans les tours et les clôtures, escorte armée des commandos de travail, service dans les blocs de punition, ou tâches administratives dans les bureaux du camp et les départements de travail, d'enregistrement et de santé. Les sous-officiers dînaient dans des cantines avec suffisamment de nourriture et de bière ou d'alcool lorsqu'il y en avait, avant de se retirer dans des dortoirs relativement confortables. Les officiers passaient souvent de nombreuses soirées dans le casino, entre conversations, alcool et parties de cartes, tandis que dans les baraquements des prisonniers, les poêles étaient allumées quand elles fonctionnaient et la lutte pour quelques centimètres d'espace dans les lits commençait. Le deuxième appel avait lieu à 7 heures du soir. Si le total des prisonniers ne correspondait pas, la formation continuait jusqu'à ce qu'il corresponde. Cela pouvait durer des heures. Pendant ces appels, des exécutions par pendaison et des passages à tabac étaient exécutés.
Le couvre-feu était signalé par un gong à 9 heures du soir. Les prisonniers dormaient dans de longues rangées de lits en briques ou en bois, entassés à plusieurs par plateforme. Le médecin et écrivain Miklos Niisly, qui survécut à Auschwitz II en travaillant comme assistant du docteur Joseph Mengele, décrivit les nuits dans les baraquements. De 800 à 1000 personnes s'entassaient dans les compartiments superposés de chaque baraquement. Incapables de s'étendre complètement, elles dormaient autant en longueur qu'en largeur, avec les pieds d'un homme sur la tête, le cou ou la poitrine d'un autre. Dépouillées de toute dignité humaine, elles se poussaient, se donnaient des coups de coude, des morsures et des coups de pied, essayant de gagner quelques centimètres d'espace. Les lits en bois de Birkenau étaient particulièrement brutaux. Ils mesuraient environ 35 mètres de long sur 11 mètres de large et étaient divisés en 62 compartiments de 4 mètres carrés, chacun conçu initialement pour 3 prisonniers et ensuite élargi à 4. L'espace personnel était d'1 mètre carré pour dormir et ranger ses affaires. L'écrivain Robert John Van Pelt a documenté que ces conditions privaient les détenus de l'espace minimum nécessaire pour exister. Les baraquements de Birkenau, contrairement aux bâtiments en briques d'Auschwitz I, étaient des structures en bois sans isolation thermique. En hiver, le froid polonais pénétrait sans obstacle. Les températures dans cette région peuvent descendre jusqu'à 20 degrés en dessous de zéro. Les prisonniers arrivant des pays méditerranéens, Grèce, Italie, Yougoslavie, mouraient dans des proportions dévastatrices pendant les premiers jours. Les poêles installés dans certains baraquements fonctionnaient de manière irrégulière et parfois ne fonctionnaient tout simplement pas. L'hygiène était une question de survie. L'uniforme donné aux prisonniers devait durer des semaines ou des mois. La douche hebdomadaire, le dimanche, le seul jour sans travail obligatoire, était avec de l'eau froide. Souvent, il n'y avait pas de savon. Les maladies parasitaires et bactériennes, typhus, dysenterie, tuberculose, circulaient à la vitesse permise par 50 000 personnes partageant des installations conçues pour 10 000. Pour le personnel allemand, ce même dimanche sans travail signifiait une journée de service réduite, une messe ou des actes politiques pour ceux qui le voulaient, l'entretien des armes, la rédaction de rapports, des promenades dans les environs ou des visites aux familles installées à proximité du camp. Le contraste était absolu. Tandis que les prisonniers se congelaient dans les douches sans savon, de nombreux officiers et leurs familles pouvaient se baigner avec de l'eau chaude dans des maisons de service bien équipées, à quelques centaines de mètres des crématoires. L'écrivain Primo Levi, survivant d'Auschwitz III, décrivit une salle de bain du camp en 1944. Elle est mal éclairée, pleine de courants d'air avec le sol en briques, recouvert d'une couche de boue. L'eau n'est pas potable. Elle a une odeur répugnante et se termine souvent pendant de nombreuses heures. Les murs étaient peints avec des images pédagogiques montrant le bon prisonnier propre et souriant en face du mauvais prisonnier, à l'apparence antisémite et avec des vêtements sales. Sous chaque image, un slogan en allemand. Le système de marque, triangle, numéro et la hiérarchie de l'horreur. Ce n'est qu'à Auschwitz que les prisonniers étaient tatoués avec un numéro de série. Dans aucun autre camp de concentration du Reich, cette méthode d'identification n'a été utilisée de manière systématique. Les prisonniers de guerre soviétiques recevaient le tatouage sur la poitrine gauche, les civils sur l'avant-bras gauche du côté interne. L'encre utilisée pour les tatouages, selon la documentation ultérieure, était fournie par l'entreprise Pelikan qui continue d'opérer à ce jour. Le numéro remplaçait le nom. L'historienne Agata Miowska, guide éducatrice au musée du camp, l'a résumé ainsi. À leur arrivée à Auschwitz, les prisonniers étaient rasés, désinfectés, dépouillés de toutes leurs affaires, habillés avec des uniformes rayés et marqués du numéro qui, à partir de ce moment-là, serait leur seule identité reconnue par le système, sans nom, sans histoire, sans passé. Les catégories de prisonniers étaient également distinguées par des morceaux de tissu triangulaire, Winkel, cousus sur les uniformes sous le numéro. Les prisonniers politiques, Schutzhäftling, pour la plupart polonais, portaient un triangle rouge. Les criminels communs allemands, Berufsverbrecher, vert, les soi-disant asociaux, vagabonds, prostituées, roms, noirs. Les témoins de Jéhovah portaient un triangle violet, les homosexuels un triangle rose. Les juifs portaient l'étoile de David jaune, parfois recouverte d'un deuxième triangle s'ils appartenaient à une autre catégorie.
La lettre brodée indiquait la nationalité, P pour les Polonais, F pour les Français, et ainsi de suite. Sur cette géométrie de l'exclusion opérait une hiérarchie raciale explicite. Les prisonniers allemands au sommet, puis les non-juifs d'autres nationalités, et les juifs en bas. Les soi-disant Funktionshäftlinge, prisonniers occupant des fonctions d'autorité, étaient initialement des Allemands non-juifs, bien qu'au fil du temps, ils aient également inclus des Juifs et des Polonais. La Lagerprominenz, l'élite du camp, comprenait le Blockschreiber, commis de bloc, le Kapo, superviseur de travail, le Stubendienst, ordonnance de caserne, et les commissaires. En exerçant un pouvoir sur les autres prisonniers, beaucoup se sont acquis la réputation de sadiques. L'historienne polonaise Irena Strzelecka a documenté que les capos recevèrent des surnoms reflétant leur cruauté: sanglant, fer, l'étrangleur, le boxeur. Très peu ont été poursuivis après la guerre, car la distinction entre ce qui était exécuté par obéissance et ce qui était exécuté par initiative personnelle était difficile à prouver. Le bloc 11 et les instruments de la punition. La prison à l'intérieur de la prison. Connu sous le nom de bloc 13 jusqu'en 1941, le bloc 11 d'Auschwitz-1 était la structure de punition la plus redoutée du camp. Une prison dans la prison. C'était le siège de la section locale de la Gestapo, formellement désignée sous le nom de Polizeiersatzgefängnis Myslowitz in Auschwitz, la branche d'Auschwitz du poste de police de Mysłowicz, et l'endroit où étaient envoyés les prisonniers suspects d'activités de résistance, de tentatives d'évasion ou de toute autre infraction. Les infractions documentées qui conduisèrent les prisonniers au bloc 11 comprenaient retourner chercher une deuxième ration de nourriture, retirer des dents en or pour acheter du pain, entrer dans la porcherie pour voler la nourriture des cochons, mettre les mains dans les poches. En se basant sur les 275 rapports de punition conservés dans les archives d'Auschwitz, Strzelecka a catalogué ces infractions et d'autres également banales. La cellule 22 du bloc 11 était le Stehbunker, la cellule de l'arrêt debout. Sans fenêtre. Divisée en 4 compartiments de moins d'1 mètre carré chacun, accessibles par une trappe proche du sol. Dans chaque compartiment, jusqu'à 4 prisonniers pouvaient être enfermés. Le seul ventilateur d'air était une grille de 5 par 5 cm avec une feuille perforée. Les prisonniers devaient rester debout dans cet espace pendant des nuits entières. Le prisonnier Wisław Kilar a passé 4 semaines dans la cellule 22 pour avoir cassé un tuyau. La flagellation pendant les passes de liste était une pratique courante. Les punitions étaient exécutées sur une table appelée la chèvre, d'Ibok, qui immobilisait les pieds du prisonnier tandis qu'il était allongé dessus. Les prisonniers devaient compter les coups à haute voix, 25 reçus avec grand merci. Et s'ils se trompaient dans le chiffre, la punition recommençait depuis le début. Le nombre standard était de 25 coups. La punition appelée le poteau, pfal, consistait à attacher les mains des prisonniers dans le dos avec des chaînes, puis à les soulever par ces chaînes jusqu'à ce qu'ils soient suspendus par les poignets. Les luxations des épaules étaient fréquentes. Selon la documentation du musée, les prisonniers soumis à cette méthode étaient ensuite envoyés à la chambre à gaz lorsque leurs épaules étaient tellement endommagées qu'ils ne pouvaient plus travailler. La cour entre les blocs 10 et 11, entourée par un mur noir en briques, était connue sous le nom de « mur de la mort », Todeswand. Les premières exécutions à cet endroit eurent lieu le 11 novembre 1941, jour de l'indépendance nationale polonaise. 151 accusés furent conduits au mur un par un, nus, les mains attachées derrière le dos et exécutés d'un tir de petit calibre dans la nuque. On utilisait des armes de petit calibre pour réduire le bruit. On estime qu'environ 4500 prisonniers politiques polonais furent exécutés à ce mur, y compris des membres de la résistance. 10 000 autres Polonais furent amenés au camp pour être exécutés sans jamais avoir été enregistrés comme prisonniers. Parmi les exécutés se trouvaient le colonel Jan Karcz et le major Edward Gott-Gettiński, fusillés le 25 janvier 1943 avec 51 autres personnes suspectées d'activités de résistance. Joseph Nodzi, un coureur de fond polonais, fut exécuté le 15 février de la même année. L'officier des SS Perry Broad, qui travaillait dans la section politique du camp, écrivit dans un rapport sur les prisonniers attendant l'exécution.
Certains de ces squelettes ambulants avaient repassé des mois dans les cellules pestilentielles, où même les animaux n'étaient pas gardés et ils pouvaient à peine tenir debout. Et pourtant, à ce dernier moment, beaucoup d'entre eux crièrent « Vive la Pologne !» ou « Vive la liberté !» Le premier gaz est le chemin vers Birkenau. Du pesticide à l'arme d'extermination. À l'été 1941, le Lagerführer Karl Fritsch s'approcha de Rudolf Höss avec une proposition. Fritsch expérimentait ailleurs avec un pesticide utilisé en agriculture appelé Zyklon B en allemand, dont l'ingrédient actif était le cyanure d'hydrogène. Il avait découvert que lorsque les cristaux du produit étaient jetés dans un espace fermé où des personnes respiraient, la réaction était létale. Il proposa de faire l'essai à Auschwitz. Le Zyklon B était arrivé dans le camp avec un but parfaitement ordinaire, désinfecter les vêtements et tuer les insectes dans les uniformes. Dans le bloc 3 du camp, les chercheurs du musée ont trouvé et documenté les taches bleuâtres laissées par le produit sur les murs lorsqu'il fut utilisé pour la première fois pour la désinsectisation. Ce sont littéralement les traces physiques du premier pas d'une chaîne qui conduirait au meurtre industriel. La première utilisation du Zyklon B pour tuer des êtres humains eut lieu dans le sous-sol du bloc 11 en août ou début septembre 1941. Les chiffres les plus acceptés indiquent qu'environ 850 personnes, prisonniers de guerre soviétiques et détenus polonais malades, furent introduites dans ce sous-sol et gazées. L'opération fut problématique, l'espace était inadapté pour la ventilation et les prisonniers mirent entre 2 et 3 jours pour mourir avec les premières doses. Les nazis recalibrèrent les quantités et les conditions. Le résultat leur montra que la méthode fonctionnait et qu'ils avaient besoin d'un espace mieux adapté. La solution était à quelques mètres. Un ancien dépôt de l'armée polonaise avait été réutilisé comme morgue, puis comme crématoire. Au début de 1942, les SS l'adaptèrent en chambre à gaz, créant ainsi le premier crématorium d'Auschwitz. Ces 3 fours, installés d'ici mai 1942, pouvaient incinérer 340 corps en 24 heures. La morgue fut agrandie en chambre à gaz avec une capacité de 700 à 800 personnes. Le Zyklon B était introduit par des ouvertures dans le plafond. Pour maintenir l'ordre, aux victimes, on disait qu'elles allaient prendre une douche ou être désinfectées. On leur ordonnait de se déshabiller à l'extérieur, puis on les enfermait et les gazait. Le crématoire fonctionna d'août 1940 à juillet 1943, lorsque les installations de Birkenau prirent le relais. Pendant cette période, selon le témoignage de Philipp Müller, un des membres du Sonderkommando d'Auschwitz I, des dizaines de milliers de Juifs venus de France, des Pays-Bas, de Slovaquie, de Haute-Silésie et de Yougoslavie, ainsi que des ghettos de Theresienstadt, Siekano et Grodno, furent tués dans ce bâtiment. Jean-Claude Pressac estima à jusqu'à 10 000 le nombre total de victimes dans le crématoire 1. Aujourd'hui, le bâtiment est une reconstruction d'après-guerre réalisée avec des matériaux originaux. La cheminée a été recréée. 4 ouvertures ont été installées dans le plafond pour montrer où le Zyklon B entrait. Et 2 des 3 fours ont été reconstruits avec des composants originaux. L'insuffisance du crématoire poussa à la construction d'un nouveau complexe. En octobre 1941, à 3 km au nord du camp principal, sur les terrains du village de Brzezinka, commencèrent les travaux de construction d'Auschwitz II. Le monde le connaîtrait sous le nom de Birkenau. Birkenau, l'industrie de la mort, le camp que le monde n'oubliera jamais. Pour construire Birkenau, 7 villages polonais ont été évacués, leurs habitants ont été expulsés, leurs maisons démolies. Le terrain marécageux et exposé a été choisi, selon le témoignage du prisonnier polonais Alfred Czesław Przybilski, délibérément. Le choix du site, sur un terrain humide, bien qu'il aurait pu être construit sur un terrain sec, avait l'intention d'exterminer les prisonniers qui y travaillaient et aussi ceux qui habitaient les bâtiments. Le chef de la construction était l'SS Sturmbannführer Karl Bischoff, architecte des SS. Le budget initial était de 8,9 millions de Reichsmark. Chaque baraque était conçue pour loger 550 prisonniers, un nombre que Bischoff augmenta à 744 lorsque les plans furent ajustés pour accueillir 125 000 personnes au lieu des 97 000 initialement prévus.
174 baraques ont été construites, chacune mesurant 35,4 par 11 mètres, divisées en 62 compartiments de 4 mètres carrés. Les premiers prisonniers à travailler à la construction de Birkenau furent 10 000 prisonniers de guerre soviétiques qui arrivèrent entre le 7 et le 25 octobre 1941. Le 1er mars 1942, seuls 945 étaient encore en vie et ont été transférés à Auschwitz II. La plupart étaient morts de froid, de faim ou d'épuisement, avant mai 1942. Ils ont vécu et sont morts en construisant leur propre camp d'extermination. Le complexe de Birkenau a été divisé en secteurs séparés. Un camp de quarantaine, une section pour les hommes, une autre pour les femmes, un camp familial pour les Roms, un camp familial pour Theresienstadt. Chaque secteur avait son propre système de portes et de clôtures. La structure centrale était la rampe de sélection qui, depuis mai 1944, pénétrait directement dans le camp grâce à une nouvelle ligne ferroviaire construite spécifiquement pour l'arrivée des déportés hongrois. La première chambre à gaz provisoire de Birkenau entra en fonctionnement autour de mars 1942. Elle se trouvait dans ce que les prisonniers appelaient la Petite Maison Rouge, Bunker 1, une ancienne maison de paysans en briques, dont les fenêtres avaient été murées et dont les 4 pièces avaient été transformées en 2 salles à gaz hermétiques. Les portes étaient marquées « Zur Desinfection » pour désinfection. Une deuxième maison, la Petite Maison Blanche, Bunker 2, entra en service en juin 1942. Lorsque Heinrich Himmler visita le camp les 17 et 18 juillet 1942, il assista à une démonstration complète. La sélection des Juifs néerlandais sur la rampe, le transport en camion jusqu'au Bunker 2, le gazage, l'inspection du cadavre et la visite du chantier de construction d'Auschwitz III à Monowitz. Les 4 crématoires définitifs, les crématoriums 2, 3, 4 et 5, commencèrent leurs opérations entre mars et juin 1943. Leurs plans avaient été préparés par la société Topf und Sohn et la direction de la construction des SS. Les crématoriums 2 et 3 étaient des structures symétriques. Au sous-sol, une salle de déshabillage de 49,43 par 7,93 mètres et une chambre à gaz de 30 par 7 mètres. Au niveau supérieur, une salle de fourneau de 30 par 11,24 mètres. Les murs intérieurs des chambres à gaz étaient blancs avec de faux pommeaux de douche fixés au plafond. Les crochets numérotés dans les vestiaires étaient supposés permettre aux victimes d'identifier leurs affaires en sortant de la douche. La capacité documentée de crémation quotidienne était de 340 corps dans le crématorium 1, 1440 dans chacun des crématoriums 2 et 3 et 768 dans les crématoriums 4 et 5. Total, 4416 corps par jour. Cependant, le Sonderkommando développa la technique d'introduire 3 à 5 cadavres simultanément dans chaque mufle lorsque les corps étaient très fins, comme cela se produisait systématiquement avec les prisonniers ayant passé des semaines dans le camp, et atteignit des chiffres allant jusqu'à 8000 corps incinérés par jour. La moyenne entre 1942 et 1944 était de 1000 corps par jour. À l'été 1944, lorsque les déportations hongroises atteignirent leur apogée, la capacité des crématoriums s'avéra insuffisante. Derrière le crématorium 5, des fosses de crémation en plein air furent creusées, où les corps étaient brûlés sur de grands bûchers. Les photographies clandestines prises par des membres du Sonderkommando en août 1944, passées en contrebande hors du camp dans un tube de dentifrice, montrent des colonnes de fumée s'élevant de ces bûchers et les membres du Sonderkommando eux-mêmes travaillant sous la surveillance des SS. L'une des photographies montre des femmes, nues, marchant vers la chambre à gaz parmi la végétation qui entourait le crématorium. Le processus d'extermination, la sélection et ce qui se passait ensuite. Les déportés arrivaient à Auschwitz dans des wagons à bestiaux, scellés de l'extérieur, sans ventilation, sans siège, sans installation sanitaire. Un seul seau servait de solution pour les besoins physiologiques de 80 personnes ou plus. Les voyages duraient plusieurs jours. Depuis la Grèce occupée, entre 10 et 14 jours. Depuis la Hongrie, 2 ou 3, depuis les Pays-Bas, entre 3 et 5. Ceux qui arrivaient morts en cours de route représentaient une proportion variable mais constante du total. Les autres arrivaient déshydratés, malades et terrifiés.
En descendant du train sur la rampe, commençait le processus de sélection. Des médecins des SS, parmi eux Joseph Mengele, qui supervisait personnellement les arrivées à partir du 30 mai 1943, dirigeaient les nouveaux arrivants vers la droite ou vers la gauche d'un geste de la main ou du bâton. Ceux sélectionnés pour la gauche étaient envoyés dans les chambres à gaz, ceux de droite au camp. La règle opérationnelle était claire. Les jeunes enfants allaient invariablement à gauche, les mères avec des bébés à gauche, les personnes âgées à gauche, toute personne ayant un handicap visible, cicatrices, bandages, boiterie, grande faiblesse, à gauche. Pendant les périodes d'afflux importants, entre 75 et 80% de ceux qui descendèrent du train étaient sélectionnés pour une mort immédiate, sans être enregistrés comme prisonniers. Selon les calculs de l'historien František Peiper, parmi les 1 095 000 juifs déportés à Auschwitz, environ 205 000 ont été enregistrés au camp et ont reçu un numéro de série. 25 000 ont été transférés dans d'autres camps. 865 000 ont été gazés à leur arrivée sans jamais avoir été enregistrés. En ajoutant les victimes non juives, le nombre des assassinés non enregistrés s'élève à 900 000. Ceux sélectionnés pour mourir étaient conduits, à pied ou en camion s'ils étaient trop faibles pour marcher, vers les crématoires. Là commençait le dernier processus. On leur disait qu'ils allaient prendre une douche. Ils étaient ordonnés de se déshabiller. Des crochets leur étaient attribués dans les vestiaires et on leur demandait de mémoriser le numéro pour récupérer leurs affaires après la douche. Le mensonge était méthodologique. Les expériences du bloc 11 et les premiers mois d'opération avaient appris aux SS que les victimes qui comprenaient ce qui se passait pouvaient créer des situations de panique impossibles à contrôler. La fiction de la douche était opérationnellement plus efficace. Le membre des SS Perry Broad, témoin direct, décrivit la procédure dans un des crématoires de Birkenau. Les têtes des 6 ouvertures du toit étaient retirées et des hommes portant des masques à gaz apparaissaient au-dessus d'elles. Avec un marteau et un ciseau, ils ouvraient les boîtes de Zyklon B, étiquetées avec des avertissements de poison à usage exclusif du personnel formé, et jetaient le contenu. Les trappes étaient immédiatement fermées. Après quelques minutes, les cris cessaient. Les gémissements se poursuivaient encore un peu. Puis, le silence. Le Zyklon B interférant avec la respiration cellulaire, les victimes mouraient par asphyxie chimique progressive dans un espace où la densité humaine augmentait la température et accélérait la vaporisation du produit. Heuss déclara à Nuremberg que la mort pouvait durer jusqu'à 20 minutes. Les analyses médico-légales ultérieures suggèrent que les derniers battements cardiaques pouvaient se produire jusqu'à ce moment, bien que la perte de conscience ait eu lieu plus tôt. Lieb Langfuss, membre du Sonderkommando qui enterra son journal, écrit en yiddish près du crématorium 3 d'Auschwitz II et qui fut retrouvé en 1952, décrivit ce qu'il trouvait en ouvrant les chambres. Les mères étaient gelées, assises sur le sol en train d'étreindre leurs enfants, et les maris mouraient en s'étreignant. Certains étaient redevenus complètement bleus sous l'effet du gaz, tandis que d'autres semblaient complètement frais, comme s'ils étaient endormis. Un tas de 5 ou 6 couches superposées avait formé une hauteur d'1 mètre. Les Sonderkommando, des prisonniers, principalement juifs, contraints d'opérer les chambres à gaz sous la menace de la mort immédiate, ouvraient les portes de sortie une demi-heure après la cessation des bruits. Portant des masques à gaz, ils extrayaient les cadavres. Ils leur retiraient les lunettes et les prothèses. Ils rasaient les cheveux des femmes. À Auschwitz, contrairement aux autres centres d'extermination, le rasage était effectué post-mortem. À partir du 23 septembre 1940, sur ordre de Himmler, l'or des dents était systématiquement extrait. Le 8 octobre 1942, 50 kg d'or dentaire avaient été collectés de cette manière. Au début de 1944, l'extraction mensuelle était de 10 à 12 kg. L'or était envoyé au service de santé des SS, où il servait à aider les membres du corps et leurs familles. Les cheveux des femmes étaient lavés dans une solution saline ammoniacale, séchés sur le sol en briques des crématoires, peignés et emballés dans des sacs en papier. Le 6 février 1943, le ministère de l'économie du Reich avait reçu 3000 kg de cheveux de femmes provenant d'Auschwitz et de Majdanek.
Le produit était envoyé dans des usines textiles, dont une à Bremen-Blumenthal, où les travailleurs trouvèrent de petites pièces de monnaie avec des inscriptions grecques parmi certaines des tresses. Elles appartenaient probablement à des juifs grecs déportés en 1943. Lorsque l'armée rouge libéra le camp en janvier 1945, elle trouva 7000 kg de cheveux humains dans des sacs prêts à être envoyés. Les Sonderkommando et ceux qui savaient, les porteurs du secret, les Sonderkommando, commandos spéciaux, étaient des prisonniers qui opéraient les crématoires sous la supervision directe des SS. Entre 1940 et 1941, lorsque seule une chambre à gaz existait, il y en avait 20. À la fin de 1943, ils étaient 400. En 1944, lors des déportations hongroises, le nombre atteignit 874. Ils vivaient séparés du reste des prisonniers, dans des baraquements spécifiques au sein de la zone des crématoires. On leur fournissait un peu plus de nourriture que les autres. Ils avaient accès aux effets personnels des victimes, ce qui leur permettait de commercer au sein du camp, parfois même avec les SS eux-mêmes. Mais ils connaissaient le secret. Ils avaient vu ce qui se passait au fond des escaliers menant aux chambres. Beaucoup avaient reconnu parmi les nouveaux arrivants des amis, des voisins, des membres de leur propre famille, et ils avaient dû continuer à travailler. De temps en temps, environ tous les 3 mois, les Sonderkommando étaient tués et remplacés par de nouveaux prisonniers. C'était une mesure de sécurité opérationnelle. Ceux qui savaient trop devaient mourir. Le cycle était systématique. Parmi les plus de 800 qui occupèrent cette fonction tout au long de l'existence du camp, environ 100 survécurent à la liquidation de celui-ci. Plusieurs d'entre eux enterrèrent des notes et des journaux près des crématoires dans l'espoir qu'ils soient trouvés par leur libérateur. Zalmen Gradowski enterra ses carnets près du crématorium 3. Après la guerre, un autre membre du Sonderkommando indiqua au procureur où creuser. Les notes de Langfuss, signées Aira, furent retrouvées en 1952. Les photographies clandestines des Sonderkommando, prises en contrebande en septembre 1944, étaient la seule documentation visuelle prise de l'intérieur du processus d'extermination. Le 7 octobre 1944, après l'annonce que 300 de leurs membres seraient transférés dans un lieu voisin pour nettoyer les décombres, une ruse courante avant les meurtres, le Sonderkommando du crématorium 4 se souleva. Ils attaquèrent les SS avec des pierres et des marteaux, tuant 3 d'entre eux, et mirent le feu à l'immeuble avec des chiffons imbibés d'huile qu'ils avaient cachés pendant des semaines. Les membres du crématorium 2, entendant les coups de feu, croyaient que la rébellion avait commencé dans tout le camp. Ils jetèrent leur obercapo dans un four allumé. Après avoir coupé la clôture avec des pinces, ils réussirent à atteindre Rajsko, où ils se cachèrent dans la grange d'un sous-camp. Mais ils furent encerclés, et les SS mirent le feu à l'immeuble avec eux à l'intérieur. Lorsque la rébellion fut étouffée, 212 membres du Sonderkommando étaient encore en vie. 451 avaient été tués. En octobre 1944, 200 autres furent exécutés en représailles directes pour leur participation au soulèvement. Expérience médicale et l'ange de la mort, la science au service du crime. Le bloc 10 d'Auschwitz, était désigné comme laboratoire d'expérimentation médicale. Les médecins des SS y ont mené des expériences avec des rayons X comme méthode de stérilisation de masse. Ils administraient de fortes doses de rayons X aux prisonnières pour détruire leur capacité reproductive. Karl Kloberg, un gynécologue allemand, injecta des produits chimiques dans l'utérus des femmes pour tenter de les fermer par fibrose. D'autres prisonnières furent infectées par la fièvre tachetée pour tester des vaccins ou exposées à des substances toxiques pour en étudier les effets. Dans une expérience documentée, la société Bayer, alors partie de l'IG Farben, paya au SS 150 Reichsmark pour chacune des 150 prisonnières d'Auschwitz sélectionnées pour tester un anesthésique expérimental. Le prix demandé initialement était de 200 Reichsmark par femme. Un employé de Bayer écrivit à Rudolf Höss: « Le transport de 150 femmes est arrivé en bon état. Cependant, nous n'avons pas pu obtenir de résultats concluants car elles sont mortes pendant les expériences. Nous vous prions de nous envoyer un autre groupe de femmes avec la même quantité et au même prix. »
La recherche était dirigée à Auschwitz par le médecin Helmut Vetter de Bayer/I.J. Farben, qui détenait également le grade de capitaine des SS, en collaboration avec les médecins Friedrich Entress et Eduard Wirtz. Le médecin le plus célèbre, et le plus infâme, d'Auschwitz était le SS-Hauptsturmführer Josef Mengele, surnommé le Ange de la Mort. Né en 1911 à Günzburg, en Bavière, il avait obtenu un doctorat en médecine et un autre en anthropologie avant la guerre. Il arriva à Auschwitz le 30 mai 1943 pour travailler initialement dans le camp familial Gitano. Intéressé par les jumeaux identiques, les nains et les personnes atteintes de maladies héréditaires perçues comme génétiquement pertinentes, il créa une maternelle dans les baraquements 29 et 31 pour les enfants avec lesquels il expérimentait, ainsi que pour tous les enfants roms de moins de 6 ans. Il recevait une ration alimentaire légèrement supérieure. À partir de mai 1944, Mengele supervisait personnellement les sélections sur la rampe, cherchant ses sujets expérimentaux parmi les nouveaux arrivants. Les jumeaux étaient appelés à l'avant avec le cri amplifié par les haut-parleurs du camp « Zwilling heraus !»« Jumeaux, faites un pas en avant !» Lui et d'autres médecins sous sa supervision mesuraient les parties du corps des jumeaux, les photographiaient, leur faisaient des tests dentaires, de la vue et de l'ouïe, des radiographies, des analyses de sang, des chirurgies et des transfusions sanguines entre les frères et sœurs. Lorsqu'un des jumeaux mourait, Mengele faisait immédiatement exécuter l'autre pour pouvoir réaliser des autopsies simultanées. Il voulait observer les données comparatives. Le médecin Kurt Eismayer, officier des SS, emmena 20 enfants juifs polonais d'Auschwitz au camp de concentration de Neuengamme, près de Hambourg, où il leur injecta le bacille de la tuberculose pour tester un remède. En avril 1945, lorsque les troupes alliées approchaient, les 20 enfants furent pendus à l'école de Bullenhuser Damm pour éliminer les preuves de l'expérience. La collecte systématique de squelettes juifs pour l'Institut d'anatomie de la Reichsuniversité de Strasbourg, en Alsace-Lorraine, fut également documentée. 115 prisonniers furent sélectionnés pour leurs caractéristiques physiques selon des critères raciaux stéréotypés. 87 furent envoyés au camp de Natzweiler-Struthof et tués en août 1943. Les directeurs du projet, Rudolf Brandt et Wolfram Sievers, directeur général de l'Ahnenerbe, l'Institut de recherche du régime, furent condamnés et exécutés en 1948 après le procès des médecins de Nuremberg. Le système des camps et ses populations. Ceux qui sont arrivés de tous les coins d'Europe. Le premier transport massif de femmes arriva à Auschwitz le 26 mars 1942. 999 femmes allemandes non juives du camp de Ravensbrück, classées comme criminelles, asociales et politiques, arrivèrent pour établir le camp de femmes en tant que fonctionnaires fondatrices. La garde féminine de Ravensbrück, Johanna Langefeld, devint la première Lagerführerin du camp de femmes. Le même jour, un second transport arriva également. 999 femmes juives de Poprad, en Slovaquie, le premier transport envoyé à Auschwitz par le bureau 4B4 du RSHA, le bureau juif, dirigé par le SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann. Environ 30% des prisonniers enregistrés étaient des femmes. Leurs conditions étaient, si possible, pires que celles des hommes. Lorsqu'un groupe de prisonniers masculins arriva au camp des femmes en octobre 1942 pour établir une infirmerie, leur première tâche fut de distinguer les cadavres des femmes encore vivantes. Dans le camp des femmes, des expérimentations de stérilisation par Karl Kloberg et Horst Schumann furent menées. En février 1943, un camp séparé pour les Roms fut établi. Le Ziegener Familienlager, camp familial Gitano, dans le secteur Bekindlii d'Auschwitz II. Pour des raisons que les historiens n'ont pas réussi à déterminer avec certitude, les familles roms ne furent pas soumises à une sélection immédiate et il leur fut permis de rester ensemble. Le 26 février 1943 arriva le premier transport de Roms allemands. Les registres du camp Hauptbücher montrent 20 946 Roms comme prisonniers enregistrés. On pense que 3000 autres sont arrivés sans être enregistrés. Le 22 mars 1943, un transport de 1700 Sinti et Roms polonais fut gazé à son arrivée par suspicion de maladies infectieuses.
Le 16 mai 1944, les SS tentèrent de liquider le camp, mais les Roms résistèrent armés de couteaux et de tubes en fer et les SS se retirèrent. Après avoir transféré près de 3000 personnes du camp pour des travaux forcés, le 2 août 1944, les SS gazèrent les 2897 Roms restants. 10 000 restent disparus. Les SS déportèrent également environ 18 000 Juifs du ghetto de Theresienstadt à Terezín, en Tchécoslovaquie, à partir du 8 septembre 1943. Au camp familial de Theresienstadt, secteur BPI-IB, ils furent autorisés à conserver leurs effets personnels, à porter leurs propres vêtements et à écrire des lettres à leurs familles. Ils ne furent pas soumis à une sélection. La correspondance entre le bureau d'Eichmann et la Croix-Rouge internationale suggère que le camp fut créé pour déformer les rapports sur les meurtres de masse à Auschwitz en vue de la visite imminente de la Croix-Rouge. Le 8 mars 1944, 3791 prisonniers du camp familial furent envoyés aux chambres à gaz. Les hommes au crématoire 3, les femmes au crématoire 2. Il a été rapporté que plusieurs groupes chantèrent Hatikva et l'hymne national tchèque en marchant vers la mort. Les déportations hongroises. Le paroxysme de l'extermination. Au printemps de 1944, alors que l'armée soviétique avançait depuis l'Est et que les alliés occidentaux se préparaient au débarquement en Normandie, les SS lancèrent l'opération de déportation la plus massive de l'histoire du camp. Leur cible était les 825 000 Juifs de Hongrie, le plus grand groupe juif survivant en Europe occupée. Son nom de code, Unternehmen Margaret. Le 29 avril 1944, les premiers 1800 Juifs hongrois arrivèrent à Auschwitz. Pour garantir la fluidité du processus, la nouvelle ligne ferroviaire pénétrant directement dans le camp jusqu'à la rampe de sélection fut achevée au cours du mois de mai. Du 14 mai au début de juillet 1944, 437 000 Juifs hongrois, la moitié de la population juive du pays avant la guerre, furent déportés à Auschwitz à raison de 12 000 par jour pendant une grande partie de cette période. Pour faire face à ce volume, les crématoires furent révisés. Les crématoires 2 et 3 reçurent de nouveaux ascenseurs reliant les fours aux chambres à gaz, de nouvelles grilles furent installées, et les vestiaires ainsi que les chambres à gaz furent peintes. Le bunker 2, la petite maison blanche, fut réactivé. Des fosses de crémation furent creusées derrière le crématoire 5. À la pointe de l'été 1944, la capacité combinée des crématoires et des fosses de crémation en plein air atteignit 20 000 corps par jour. Les 3/4 des déportés hongrois étaient envoyés directement dans les chambres à gaz dès leur descente du train. La rampe était le seuil. Le geste de l'officier des SS, droite ou gauche, était la sentence. Rudolf Höss, qui était revenu temporairement comme officier suprême du camp pour superviser cette opération, décrivit dans ses mémoires la pression logistique de la période. Les crématoires ne pouvaient pas gérer le volume et devaient être complétés par les bûchers en plein air. L'odeur des corps en combustion arrivait, selon son propre témoignage, jusqu'au village alentour. Un témoignage clé est venu de Rudolf Vrba et Alfred Wetzler, 2 prisonniers slovaques qui s'échappèrent du camp le 27 avril 1944 et présentèrent un rapport détaillé au Conseil juif slovaque. Le rapport Vrba-Wetzler comprenait des plans précis des installations d'extermination, des chiffres sur les victimes et des descriptions du processus de sélection. Il fut transmis aux gouvernements alliés et publié partiellement en juin 1944 par le gouvernement tchécoslovaque en exil, ce qui contribua à ce que le gouvernement hongrois suspende temporairement les déportations à la fin de juillet 1944. À ce moment-là, 437 000 personnes avaient déjà été envoyées. La connaissance et le silence. Ce que le monde savait et quand il l'a su. Les informations sur Auschwitz sont parvenues aux Alliés bien plus tôt que ce que la narration populaire a voulu accepter. Le capitaine Witold Pilecki de l'armée nationale polonaise fut le premier agent à s'infiltrer volontairement dans le camp. Sous le faux nom de Tomasz Serafiński, numéro de série 4859, il se laissa arrêter à Varsovie le 19 septembre 1940 et fut conduit à Auschwitz.
Là, il organisa le mouvement de résistance Związek Organizacji Wojskowej, ZOW, coordonna la distribution de nourriture et de vêtements et fit passer des rapports à l'extérieur. Il fut emprisonné du 22 septembre 1940 jusqu'à sa fuite le 27 avril 1943. Son deuxième rapport, le rapport W, estimait que 1,5 million de personnes, principalement des Juifs, avaient été tuées à Auschwitz. La résistance polonaise envoya le premier message oral sur le camp avec Aleksander Wielkopolski en octobre 1940. Le mois suivant, la résistance de Varsovie prépara un rapport partiellement publié à Londres en mai 1941. Le rapport déclarait que presque aucun Juif n'est sorti du camp vivant. Le gouvernement polonais en exil informa du gazage des prisonniers le 21 juillet 1942. Le 4 septembre de la même année, il informa du gazage des prisonniers de guerre soviétiques et des Juifs. Cependant, la presse alliée répondit par une réticence documentée. L'historien Michael Fleming a étudié ce silence. La prudence du ministère des Affaires étrangères britannique venait de la crainte que l'opinion publique pousse le gouvernement à agir ou à offrir un refuge aux Juifs, ainsi que des préoccupations concernant les relations britanniques au Moyen-Orient. Une réticence équivalente existait au sein du gouvernement américain et, étonnamment, au sein de la résistance polonaise elle-même. La question de savoir si les Alliés auraient dû bombarder Auschwitz, les chambres à gaz, les crématoires ou les lignes ferroviaires menant au camp, a généré un débat historiographique qui continue aujourd'hui. L'historien David Wyman a soutenu en 1978, dans un essai publié dans la revue Commentary et plus tard élargi dans son livre The Abandonment of the Jews, 1984, que la 15e force aérienne américaine en Italie avait bombardé l'usine I.J. Farben à Auschwitz III les 20 août, 13 septembre, 18 décembre et 26 décembre 1944, ce qui démontrait la faisabilité technique d'attaquer le camp ou ses lignes ferroviaires. D'autres historiens, depuis les années 1990, ont soutenu que la précision des bombardements alliés était insuffisante pour l'attaque proposée sans provoquer de victimes massives parmi les prisonniers qu'on cherchait à sauver. La faim et les marches de la mort, l'évacuation et le dernier crime. Au début de novembre 1944, Heinrich Himmler ordonna la suspension de l'extermination de masse à Auschwitz. Le 25 novembre, il ordonna la destruction des chambres à gaz et des crématoires. Les Sonderkommando et d'autres prisonniers commencèrent le travail de démantèlement des bâtiments. Le 18 janvier 1945, Engelbert Marketsch, un criminel allemand transféré de Mauthausen, reçut le dernier numéro de série attribué à Auschwitz, le 202 499. Pendant ce temps, l'armée rouge avançait depuis l'Est. Himmler ordonna l'évacuation de tous les camps en instruisant les commandants qu'ils étaient personnellement responsables de s'assurer qu'aucun prisonnier ne tombe vivant entre les mains de l'ennemi. Les SS procédèrent. Entre le 17 et le 20 et 1 janvier 1945, environ 58 000 détenus d'Auschwitz, 2 tiers d'entre eux étant des Juifs, furent évacués sous surveillance armée. Plus de 20 000 d'Auschwitz, 1 et 2, plus de 30 000 des sous-camps. Ils commencèrent la marche à pied vers l'ouest en plein hiver polonais avec des températures sous zéro, portant les uniformes rayés du camp, sans nourriture. Les SS tiraient ou tuaient toute personne qui ne pouvait pas continuer. Des groupes d'exécution suivèrent la colonne, éliminant les retardataires. L'historien Peter Longerich a estimé qu'1 quart des détenus moururent de cette manière pendant la marche. Depuis les sous-camps et les points de rassemblement, les prisonniers étaient ensuite chargés dans des wagons à marchandises découverts pour être transportés vers des camps à l'intérieur de l'Allemagne et de l'Autriche, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Grossrosen, Mauthausen, Dora-Mittelbau, Ravensbrück, Sachsenhausen. Le 20 janvier 1945, les crématoires 2 et 3 furent explosés. Le 23 janvier, les entrepôts Canada, les 30 baraquements où étaient stockés les effets personnels confisqués aux victimes, furent incendiés et brûlèrent pendant 5 jours. Le crématoire 4 avait été partiellement démoli après la rébellion du Sonderkommando. Le 26 janvier, le crématoire 5 fut explosé, 1 jour avant l'arrivée de l'armée rouge. La libération. Ce que les soviétiques ont trouvé.
Le 27 janvier 1945, un samedi, des soldats de la 100e division de fusiliers de l'Armée rouge entrèrent dans Auschwitz III, le camp IG Farben de Monowitz, à 9 heures du matin. Plus tard, dans la même journée, des unités du 60e armée du 1er front ukrainien arrivèrent à Auschwitz I et Auschwitz II-Birkenau vers 15 heures. Ils trouvèrent 7000 prisonniers vivants dans les 3 camps principaux, 500 dans les sous-camps et plus de 600 corps. Parmi les objets trouvés, 837 000 vêtements pour femmes, 370 000 costumes pour hommes, 44 000 paires de chaussures et 7 000 kg de cheveux humains dans des sacs prêts à être envoyés. L'Institut des sciences forensiques de Cracovie a analysé des échantillons de cheveux et a trouvé des traces de cyanure d'hydrogène, le composant actif du zyklon B, dans les cheveux rasés des personnes vivantes et mortes. Le colonel soviétique Georgi Elizavetsky a décrit en 1980 ce qui s'est passé lorsqu'il est entré dans l'un des baraquements. Il dit aux prisonniers qu'ils étaient libres. Ils ne répondirent pas. Il leur parla en russe, en polonais, en allemand et en ukrainien. Rien. Finalement, il utilisa le yiddish. « Je suis colonel dans l'armée soviétique et je suis juif. Nous sommes venus vous libérer. » À ce moment-là, dit Elizavetsky, comme si une barrière s'effondrait. Les prisonniers coururent vers les soldats en criant, se mirent à genoux, embrassèrent les rabats de leurs manteaux et les embrassèrent. Primo Levi, qui se trouvait à l'infirmerie d'Auschwitz III avec une scarlatine lorsque les libérateurs arrivèrent, décrivit les regards des 4 premiers soldats à cheval. Ils lançaient des regards étrangement gênés au corps éparpillé, aux baraquements détruits et aux quelques-uns d'entre nous qui étions encore vivants. Cette gêne, écrivit Levi, était la honte que les Allemands ne connaissaient pas, celle que l'homme juste ressent face au crime d'un autre. Les procès et la mémoire, la justice et ses limites. Parmi les environ 6335 membres du personnel des SS qui ont travaillé à Auschwitz pendant toute son existence, selon les calculs de l'historien Alexander Lassik, seulement 789, soit au maximum 15%, ont été jugés. La plupart des affaires ont été traitées en Pologne et en République fédérale d'Allemagne. Rudolf Höss a été arrêté par les Britanniques le 11 mars 1946 près de Flensburg, dans le nord de l'Allemagne, où il travaillait comme fermier sous le pseudonyme de Franz Lang. Il a été emmené à Nuremberg pour témoigner dans le procès du SS Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner. Il a été direct au sujet de son propre rôle. Il a affirmé avoir suivi les ordres de Himmler. Le 25 mai 1946, il a été extradé en Pologne. Son procès devant la Cour suprême nationale de Varsovie a commencé le 11 mars 1947. Il a été condamné à mort le 2 avril. Le 16 avril 1947, il a été pendu à Auschwitz I, près du crématorium I, près de la maison où il avait vécu avec sa famille pendant qu'il supervisait l'extermination. Le 25 novembre 1947, à Cracovie, le procès de 40 anciens membres du personnel d'Auschwitz a commencé, dont le commandant Arthur Liebehenschel, la responsable du camp féminin Maria Mandl, et le chef de camp Hans Homayer. Le 22 décembre, le tribunal a prononcé 23 condamnations à mort, 7 peines de prison à vie et 9 peines de prison allant de 3 à 15 ans. Le seul acquitté fut Hans Münch, médecin des SS soutenu par le témoignage de plusieurs survivants qui ont attesté de son traitement humain. Les procès d'Auschwitz à Francfort, tenus en Allemagne de l'Ouest entre le 20 décembre 1963 et le 20 août 1965, ont jugé 22 accusés lors de 180 jours d'audience. L'acte d'accusation de 700 pages a présenté les témoignages de 254 témoins. Le tribunal a condamné 19 des accusés, dont 6 à la réclusion à perpétuité et les autres à des peines de prison allant de 3 à 10 ans. Bruno Tesch et Karl Weinbacher, propriétaire et directeur général de Tesch et Stabnow, l'un des distributeurs de Zyklon B, ont été exécutés par les Britanniques pour avoir fourni sciemment le produit destiné à être utilisé contre les humains. Le médecin Horst Fischer, l'un des médecins les plus hauts gradés des SS dans le camp, avait personnellement sélectionné au moins 75 000 hommes, femmes et enfants pour être gazés. Il a été arrêté en 1965 en République démocratique allemande, condamné à mort en 1966 et exécuté à la guillotine. Il fut le médecin des SS le plus haut gradé d'Auschwitz à être jugé par un tribunal allemand.
Joseph Mengele s'est enfui en Amérique du Sud après la guerre. Il vécut en Argentine, au Paraguay et au Brésil sous des identités falsifiées. Il est mort noyé à Bertioga, au Brésil, le 7 février 1979, sans avoir été jugé pour aucun de ses crimes. L'héritage. Ce que Auschwitz a laissé dans le monde, le 2 juillet 1947, le gouvernement polonais adopta une loi établissant le musée d'État d'Auschwitz-Birkenau sur les terrains d'Auschwitz 1 et 2. En 1955, une exposition permanente fut inaugurée, montrant des photographies policières de prisonniers, des cheveux, des valises et des chaussures prises aux victimes, des cartouches de Zyklon B et d'autres objets matériels liés à l'extermination. En 1979, l'UNESCO inscrivit le camp dans sa liste du patrimoine mondial. Le nombre de visiteurs est passé de 492 500 en 2001 à plus d'1 million en 2009 et à 2 millions en 2016. Aujourd'hui, le musée reçoit environ 2,3 millions de visiteurs annuels venus du monde entier. Les survivants qui purent raconter leur histoire au monde sont devenus des voix fondamentales de l'histoire du XXe siècle. Primo Levi publia « Si c'est un homme en 1947 », un livre qui avait initialement été rejeté par l'éditeur Einaudi et qui deviendrait l'un des textes les plus traduits et étudiés du siècle. Elie Wiesel publia « La nuit » en 1960, basé sur son expérience à Auschwitz et à Buchenwald. En 1986, il reçut le prix Nobel de la paix. Viktor Frankl, psychiatre survivant, publia L'homme à la recherche de sens en 1946. Edith Eger écrivit ses mémoires des décennies plus tard. Simone Veil, survivante d'Auschwitz, fut élue présidente du Parlement européen et occupa ce poste entre 1979 et 1982. Maximilian Kolbe et Edith Stein, deux victimes du camp, furent canonisés par l'Église catholique. En 2005, l'Assemblée générale des Nations unies désigna le 27 janvier, la date de la libération du camp, comme la journée internationale de commémoration de l'Holocauste. Un sondage réalisé en 2017 par la Fondation Körber a révélé que 40% des jeunes Allemands de 14 ans ne savaient pas ce qu'était Auschwitz. Un sondage de la Claims Conference et du Musée commémoratif de l'Holocauste des États-Unis publié en 2018 a trouvé que 41% des adultes américains interrogés et 66% des milléniaux ne savaient pas ce qu'était Auschwitz, tandis que 22% ont déclaré n'avoir jamais entendu parler de l'Holocauste. L'écrivain Elie Wiesel prononça le discours suivant lors du 50e anniversaire de la Libération. Je vous parle en tant qu'homme qui, il y a 50 ans et 9 jours, n'avait ni nom, ni espoir, ni avenir, et qui n'était connu que sous le numéro A 7713. Je vous parle en tant que juif qui a vu ce que l'humanité s'est infligé en tentant d'exterminer une population entière. Après Auschwitz, la condition humaine n'est plus la même. Après Auschwitz, rien ne sera plus jamais pareil. Cette phrase n'est pas une exagération rhétorique, c'est une déclaration historique. Auschwitz a changé à jamais ce que les êtres humains savent sur eux-mêmes, que dans des conditions spécifiques d'idéologie extrême, de bureaucratie efficace et d'obéissance institutionnalisée, des hommes ordinaires peuvent construire et faire fonctionner une usine de la mort. Il ne fallait pas de monstres, il fallait des fonctionnaires, des ingénieurs, des médecins, des gardes, des hommes d'affaires et des comptables. Des hommes avec des familles, des maisons, des uniformes repassés, qui chaque matin retournaient à leur bureau et signaient les papiers qui faisaient fonctionner la machine. C'est cela l'horreur véritable d'Auschwitz. Non pas qu'il était impossible, mais qu'il était possible.